Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session de l'information sur Eden TV. Les titres. Plusieurs ministres étaient devant les honorables députés en commission ce jeudi pour faire part du contenu de leur budget exercice 2017. Nous parlerons également dans cette édition de la qualité des clips vidéo des artistes béninois. Hors de nos frontières, Barack Obama a reçu Donald Trump, c'était ce jeudi. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. 4 ministres se sont rendus au Palais des gouverneurs à Porto-Novo ce jeudi. Il s'agit entre autres du ministre du Développement Abdoulaye Biotchane, du Commerce Lazare Sirweto, du cadre de vie Didier Tonato et de la ministre de l'Économie numérique Rafiatou Morou. Objectif, exposer aux députés en commission les grandes orientations de leur projet de budget exercice 2017. Ce vendredi, c'est le ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wadaï, qui va se prêter à cet exercice. L'élection de Donald Trump suscite aussi des réflexions chez les analystes politiques béninois. Épinglé comme sexiste, raciste et xénophobe compte tenu de ses discours durant la campagne électorale, le milliardaire a quand même relevé le défi de se faire élire 45e président des États-Unis. Il a par la même occasion mis un terme au rêve de son adversaire Hillary Rodham Clinton de devenir la première femme présidente des États-Unis. Comment comprendre l'élection de Donald Trump à la tête de la plus grande puissance du monde et son impact sur l'Afrique? Quelques analystes béninois nous répondent dans ce reportage. Trump, 70 ans, est élu depuis ce mercredi 9 novembre 2016, 45e président des États-Unis d'Amérique. Et pourtant, rien ne le prédestinait à cette haute fonction. Taxé de sexisme et de xénophobie, il a pourtant battu la démocrate Hillary Clinton, jugée plus responsable et expérimentée. Les explications sur l'élection de cet homme d'affaires qui n'a jamais occupé le moindre poste électif et qui a déjoué tous les sondages ne manquent pas. Il y a que Hillary Clinton a fait, aujourd'hui on peut dire, ou son équipe de campagne a fait une option politique qui n'a pas marché. L'option de miser sur les minorités, de miser sur le vote des minorités, de miser sur le vote des femmes, de miser sur le vote des élites. Et dans le même temps, de l'autre côté, Donald Trump, lui, a beaucoup plus a fait l'option de miser sur le vote des conservateurs et de ratisser l'âge au niveau des campagnes. D'un autre côté, côté de Hillary Clinton, ceux qui ont voté massivement pour Barack Obama en 2008, élu et réélu en 2012, et les partisans de Bernie Sanders, visiblement beaucoup se sont abstenus. Peut-être qu'ils n'ont pas retrouvé en Hillary Clinton les valeurs qu'ils avaient retrouvées en Barack Obama et en Bernie Sanders. Donc, étant donné qu'ils se sont abstenus, et de l'autre côté, Donald Trump qui a mouillé le maillot pour ratisser les votes des oubliés, donc ça a donné le résultat que nous avons pu observer le mardi. Francis Lallier, politologue, lui, a le sentiment qu'il existe deux Amériques, une officielle et l'autre réelle, qui s'est exprimée. Les gens avaient tellement honte du phénomène Trump, honte de dire qu'ils étaient d'accord avec quelqu'un qui tient des propos racistes, honte de dire qu'ils étaient avec quelqu'un qui est machiste, qui tient des propos sexistes, des propos grossiers, des propos de bas étage. Les gens avaient tellement honte de ces choses-là qu'ils ont gardé le choix, leur véritable choix pour eux, et ne l'ont exprimé qu'au moment du vote. Alors que plusieurs personnes sont encore sous le choc de l'élection de cet homme jugé impulsif, l'on se demande bien le sort de ses futures relations avec l'Afrique. Sur ce point, les avis semblent converger, l'instinct d'homme d'affaires sera bien visible. Si on se met dans cette logique-là, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il fasse le gendarme derrière les dictateurs africains. Mais il sera beaucoup plus préoccupé par, économiquement, qu'est-ce que les États-Unis auront à gagner avec les États africains. La tendance va être de privilégier, comme on l'a vu avec d'autres pays d'ailleurs, de privilégier d'abord ce qui est américain à ce qui est à l'extérieur, et à l'extérieur maintenant de privilégier ce qui est relatif aux alliés traditionnels, ce qui est relatif même aux nouveaux alliés qu'il espère se faire à l'Afrique. Donc à ce jeu-là, ce n'est pas ce que nous gagnons, mais là où nous pouvons gagner, c'est en prenant davantage conscience que notre sort dépend de nous-mêmes. À peine élu, Donald Trump fait face déjà à une situation inédite. Des milliers de manifestants à New York, Californie, Portland, Pennsylvanie et autres protestent contre sa victoire.
De quoi donner du crédit à ceux qui craignaient son élection. Les acteurs politiques qui ont pris le pouvoir en faisant croire, en jouant justement sur les peurs de la population, la peur de l'autre, le Mexicain, l'étranger, le musulman, etc. En jouant sur la peur, ils se sont cassés la figure à chaque fois. Et parfois, ils ont entraîné leur peuple, malheureusement, dans des dérives terribles. À l'instar de son premier discours, plus pondéré que d'habitude, Donald Trump peut aussi déjouer les pronostics, montrant dans les mois à venir l'image d'un véritable homme d'État. Une série de productions audiovisuelles nous est proposée pour agrémenter nos journées sur les différentes chaînes de télévision locales béninoises. Quel regard peut-on porter sur ces différents clips? Dans ce reportage, vous suivrez la lecture de 2 producteurs et réalisateurs béninois. Reportage Loris Freddy Davo. Court-métrage produit le plus souvent en vidéo, les clips illustrent une chanson, présentent la qualité du travail d'un artiste. Les clips participent à la promotion de l'artiste et de son œuvre. Pour réaliser des clips de qualité, l'artiste se doit de prendre en considération des critères et principes bien définis. Il faut que l'artiste déjà sorte déjà un très bon son. Il faut un bon réalisateur. Il faut que le son là, non seulement bon, qu'il inspire le réalisateur. Après le réalisateur, il faut parler maintenant de la maison de production. Est-ce que la maison de production a quand même tous les arsenals pour quand même produire un bon clip? Après ça, il faut forcément, en dernier ressort, voir le moyen dont dispose l'artiste lui-même. Si vous faites un clip et le clip ne peut pas être diffusé à l'international, ce n'est pas la peine. Parce que ce que j'appelle clip de qualité, c'est d'abord un clip dont la musique qui accompagne la vidéo est bien faite, est dans les normes, dont les images tournées sont au format professionnel, qui peuvent respecter les normes internationales et être diffusées facilement sur le plan international. Mais la qualité des clips ne dépend pas seulement des artistes. Certaines structures de production foulent aux pieds les règles et normes internationales. Lorsque les artistes béninois, les créateurs font leurs clips et ils mettent trop d'effets sur les images jusqu'à dégrader la qualité des images, il y a le problème de texture qui se pose. Lorsque vous faites un clip et vous y mettez de la publicité, vous tournez devant des bâtiments appartenant à des entreprises, si vous faites un clip et vous mettez le nom de votre agence là-dessus en désordre parce que vous voulez faire de la publicité vous-même, ce n'est qu'au Bénin que ça puisse passer. Par ailleurs, il convient tout de même de reconnaître l'effort de certains artistes contemporains. Mais aujourd'hui, bon, on ne peut que encourager et féliciter ces quelques artistes qui ont compris et qui font l'honneur et la fierté de notre pays. Donc les clips aujourd'hui à la télévision, bon, la qualité est forcément meilleure que par le passé. Aujourd'hui, presque toutes les télévisions, toutes les maisons de production aujourd'hui sont en Full HD. Pour leur image, celle du pays et de la culture, les studios de production et les artistes se doivent d'accorder du prix à la qualité de leurs différentes œuvres. On se rend hors de nos frontières. Aux États-Unis précisément, Barack Obama et son successeur Donald Trump ont eu un entretien de 90 minutes dans le bureau ovale de la Maison-Blanche ce jeudi. Le président élu a affirmé qu'il était impatient de recevoir les conseils de Barack Obama pendant que ce dernier a fait état d'une excellente conversation. Reportage. Barack Obama, le président américain, a reçu son successeur, Donald Trump, ce jeudi 10 novembre 2016. Les deux hommes ont eu une discussion de 90 minutes dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Le président sortant a fait état d'une excellente conversation avec Donald Trump et lui a garanti son soutien.
Je viens d'avoir l'opportunité d'avoir une excellente conversation avec le président élu Trump. Ça a été très large. Nous avons parlé de questions d'organisation d'installation à la Maison-Blanche. Nous avons parlé de politique étrangère et de politique intérieure. Je crois que c'est important pour nous tous, quel que soit notre parti et nos orientations politiques, de se rassembler aujourd'hui, de travailler ensemble, de s'occuper de nombreux défis auxquels nous sommes confrontés. Et plus que tout, je tiens à souligner, Monsieur le Président élu, que nous sommes désormais prêts à faire tout ce que nous pouvons pour vous aider à réussir, parce que si vous réussissez, c'est le pays qui réussit. L'homme d'affaires de New York s'est de son côté déclaré impatient de travailler avec le président démocrate et de recevoir ses conseils. Je suis très impatient de travailler avec le président à l'avenir et notamment de lui demander conseil. Il m'a expliqué certaines des difficultés, certaines des questions de haute importance et certaines de grandes choses qui ont été réalisées. Cette réunion devait durer 10 ou 15 minutes et nous devions simplement faire connaissance. Nous ne nous étions jamais rencontrés. J'ai beaucoup de respect pour vous. La réunion a duré presque 1h30 et elle aurait pu continuer en ce qui me concerne. Monsieur le Président, c'était un grand honneur d'être avec vous. Je suis impatient de vous retrouver à de nombreuses autres occasions. Les intrigues politiques sont donc passées, laissant place à l'avenir de l'Amérique. Les deux hommes qui se sont serrés la main après s'être exprimés devant les journalistes n'ont répondu à aucune question. Dans la foulée, Michelle Obama a aussi reçu la nouvelle First Lady, Melania Trump. Les opposants de Donald Trump, eux, se sont de nouveau rassemblés ce jeudi sur la célèbre 5e avenue de New York à hauteur de la Trump Tower où vit le nouveau président élu des États-Unis. La manifestation était néanmoins bien moins importante que la veille, les mesures de sécurité ayant été renforcées. Alors que va s'ouvrir la COP22 sur le climat à Marrakech, l'AFP s'intéresse aux effets du réchauffement climatique à travers le monde et aux moyens de les contenir. Les côtes de la ville de New York sont menacées par une montée des eaux de près de 2 mètres d'ici à 2020. Des plans sont prévus pour sauver Manhattan, mais d'autres parties de la ville sont oubliées. J'avais un pavillon d'un étage ici et juste à côté, il y avait des constructions du même type. Jusqu'en 2012, Joe Tyrone était propriétaire d'une maison ici, dans le quartier new-yorkais de Staten Island, jusqu'à l'arrivée de l'ouragan Sandy. Il y avait 3,5 mètres d'eau à l'extérieur et plus de 2 mètres à l'intérieur, et toute la maison a été détruite. Construite sur les rives de l'Atlantique, la maison de Joe n'a pas survécu à cette énième inondation. Ces tempêtes violentes, autrefois espacées de plusieurs dizaines d'années, sont arrivées 2 fois en 2011 et 2012. Une fréquence qui a convaincu Joe et ses voisins de ne pas reconstruire après Sandy. En 2011-2012, une nouvelle réalité s'est mise en place et une partie de cette réalité est le changement climatique. Et ce n'est pas quelque chose qui n'arrivera pas avant 20, 30 ou 100 ans. Ça va arriver à nouveau. La reconnaissance de cette réalité a permis de nous faire racheter nos maisons. L'État a racheté les propriétés au prix d'avant le désastre. Les maisons alentours qui ont survécu sont désormais vides car la zone est considérée impossible à protéger. Mais au cœur de New York, la réponse est différente. La ville abrite certaines des propriétés les plus chères du monde. Pas question d'abandonner la zone, même si le niveau de la mer devrait monter de près de 2 mètres à la fin du siècle. Daniel Zarilli est en charge de la gestion du changement climatique pour la ville. New York ne se déplacera pas dans les terres. New York restera où elle est, là où elle s'est construite ces 400 dernières années. Et elle est ici car c'est la porte d'entrée de l'Amérique. La ville envisage aujourd'hui un système de terrassement et de murs surnommé le Grand U, qui entourera le bas Manhattan, abritant Wall Street. Il faudra également surélever des infrastructures essentielles. Ce plan d'action contre le changement climatique a été doté d'un budget de 20 milliards de dollars. Malgré le large soutien politique pour le projet, l'élection d'un climato-sceptique à la Maison-Blanche pose la question de l'avenir de la gestion du changement climatique.
Vous l'avez compris, les côtes de la ville de New York sont menacées par une montée des eaux de près de 2 mètres d'ici à 2100. On sera à présent au Pakistan. Un générateur à bord et un fil électrique dans l'eau, des pêcheurs pakistanais utilisent des méthodes extrêmes pour attraper un poisson rat et rechercher, mettant en danger leur vie ainsi que l'avenir de la faune de la rivière. Ils sont des centaines de pêcheurs à risquer leur vie chaque jour ici dans le nord-ouest du Pakistan pour attraper des shermaïs. Ces poissons rares et délicieux font la renommée de la rivière Kaboul qui prend sa source en Afghanistan voisin. Mais pour y parvenir, certains pêcheurs utilisent une méthode peu orthodoxe et dangereuse. Ça, c'est un générateur. On attache un fil électrique à ce bout de métal, puis on le relie au générateur. On fait passer le courant électrique dans l'eau en mettant l'épuisette dans la rivière. Ça assomme le poisson et ça le fait remonter à la surface. Puis on n'a plus qu'à le ramasser et à le mettre dans un sac ou une glacière. Abbas Khan pêche comme ça depuis des années, malgré les risques. Certains de ses amis sont morts, électrocutés. Pêcher avec de l'électricité, des pesticides ou des explosifs est interdit au Pakistan. Mais ces méthodes restent courantes aux grandes dames des habitants de la région. L'utilisation de dynamite, de générateurs ou de produits chimiques toxiques est non seulement un crime, mais c'est aussi dangereux pour la santé et cela peut entraîner des maladies. On demande au gouvernement de l'interdire complètement. Problème, il n'y a qu'une équipe de 9 hommes pour surveiller toute la zone sans véhicule ni bateau. Ils ont réussi à lancer des poursuites contre plus de 60 braconneurs et à confisquer 23 générateurs, mais aucune affaire n'a encore abouti. En attendant, ce sont les pêcheurs traditionnels qui paient le prix fort. La population de poissons a diminué et la raison principale, c'est l'augmentation de la pêche. Il y a de plus en plus de gens. Dans le passé, je pêchais 20 kilos de poissons. Maintenant, je n'en attrape plus qu'un seul kilo. C'est donc le gagne-pain et le repas favori de nombreux Pakistanais qui est menacé. Et le risque, à terme, de voir l'espèce des shermaïs disparaître complètement un jour. Page Sport à présent, signature d'un protocole d'accord pour l'entente et l'union entre la FEBAS, Fédération béninoise des associations de supporters, et l'UNAS, l'Union nationale des associations de supporters. La cérémonie s'est déroulée ce mercredi à Cotonou, compte rendu Ibrahim Oronam et Damien Pedro. Poignée de main et échange de parapheurs, ce sont là les actes forts, symboles d'union entre toutes les associations de supporters. La FEBAS, Fédération béninoise des associations de supporters, et l'UNAS, l'Union nationale des associations de supporters, s'associent enfin pour faire rayonner la famille du sport au Bénin. En acceptant de constituer dorénavant un seul et unique creuset, vous donnez la preuve de ce que vous avez amplement conscience de l'importance et des exigences de votre mission au service du développement et du rayonnement du sport et des sportifs béninois. Ces associations, désormais regroupées autour du Conseil national des supporters, félicitent le ministre des Sports et s'engagent à respecter le protocole d'accord. UNAS et FEBAS, nous avons les mêmes objectifs, qui est de soutenir toutes les équipes nationales qui représentent le Bénin. UNAS et FEBAS, quand nous sommes sur le terrain, nous restons chacun de son côté. L'autorité a souhaité que nous soyons un, que nous nous mettons ensemble. Et aujourd'hui, je pense que, avec votre permission, c'est chose faite. Dans le sport, c'est le fair play. Et je pense que le fair play sera de mise pour nous. Au nom des supporters, je dirais au ministre qu'il ne sera pas déçu. Il y a le soutien de toutes les associations. Aujourd'hui, nous sommes un. Et désormais, nous allons regarder dans la même direction pour que vive le sport au Bénin. Pour Oswald Omeki, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Il promet œuvrer afin que personne ne soit lésé. Ce que nous venons de faire, même si j'en suis l'initiateur, ce n'est pas à moi que revient le mérite. Le mérite revient à vous qui avez accepté de poser ce acte
qui est un acte historique. Historique parce que ce que nous allons faire à partir de maintenant, que vous avez accepté de vous unir, dépasse ce que chacun de vous a pu faire quand vous étiez seul. Alors je veux franchement vous remercier, vous, président des associations de base. Et j'ai fait exprès d'insister pour que vous soyez là. J'ai dit, je ne veux pas signer avec les bureaux FEBAS et UNAS seuls. Je voudrais que les présidents soient là pour comprendre qu'il ne s'agit pas de choisir quelques copains et de dire à chaque fois qu'il y aura un voyage, à chaque fois qu'il y aura une opportunité, ce sont les mêmes. Non, ce n'est pas ça. Avec la signature de cet accord, finit la crise au sein des supporters. Reste désormais à unir tous les acteurs du football béninois afin que flotte le drapeau du Bénin dans les plus grandes rencontres de foot. On se rend en Europe cette fois-ci pour mettre un thème à cette édition. Ils sont petits parmi les petits, mais ils s'apprêtent à affronter les plus grands. L'équipe de Saint-Martin s'opposera ce vendredi à l'Allemagne, 10 ans après un score de 13-0. À Saint-Marin, on a appris depuis des siècles à se défendre des attaques venant des autres nations. Une nécessité pour ce petit État d'à peine 61 km², enclavé dans le nord-est de l'Italie. Dans l'histoire comme dans le football, Saint-Marin a dû lutter pour conserver son indépendance. Aujourd'hui, l'équipe nationale de foot, 201e au classement FIFA, est considérée comme le maillon faible de son groupe de qualification pour la Coupe du Monde. Nous sommes 30 000 habitants et nous avons choisi de ne pas naturaliser les joueurs venant d'ailleurs. Le choix est donc limité. Mais en ce qui concerne la façon de travailler, nous essayons de nous approcher le plus possible d'un professionnalisme qui est nécessaire pour garantir des matchs crédibles. Avec un contingent de 30 à 35 joueurs dans lequel puiser, le sélectionneur de Saint-Marin n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Des difficultés qui s'accentuent quand l'équipe, composée essentiellement de footballeurs non professionnels, ne joue pas à domicile. C'est surtout quand on va jouer à l'extérieur que j'ai des soucis pour faire ma compo, car certains joueurs ont des difficultés à prendre des jours de congé de leur travail, ou ils peuvent avoir des soucis de famille. Un chemin parsemé de défaites pour ces joueurs, mais aussi de belles satisfactions ces dernières années. Quand on fait match nul, comme on avait fait ici contre l'Estonie, ou quand on marque un but comme en Norvège ou en Lituanie où j'ai marqué un but, ou alors quand on a réussi à conserver un partout jusqu'à la 90e minute, c'est quelque chose qui donne beaucoup plus de fierté par rapport à une sélection qui est habituée à gagner en plus de faire des matchs nuls ou des défaites. Malgré l'enthousiasme de ses joueurs, la nationale et de Saint-Marin n'arrivent pas à déchaîner les foules. Les habitants du petit pays aimeraient voir une équipe qui a la gagne. J'aimerais voir un jeu sans crainte, mais je ne sais pas pourquoi ils sont toujours cloîtrés en défense. J'aimerais, disons, voir plus d'action dans la moitié du terrain adverse. En 30 ans d'existence, la sélection n'a obtenu qu'une seule victoire, 1-0 contre le Liechtenstein en 2004, une statistique que les hommes de Manzaroli espèrent améliorer au plus vite. C'est sur ces images que nous mettons un terme à cette édition. L'info continue sur Eden TV. Bon après-midi à tous.